Bonsoir mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui les travaux de la 7e séance du Conseil des ministres. Et au Proche-Orient, les Palestiniens donc commémorent la Nakba catastrophe. Bonsoir à tous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a eu lieu ce mardi la 7e séance du Conseil des ministres où 9 questions ont été inscrites à l'ordre du jour. Et pour nous en parler avec nous sur ce plateau, Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui était à l'ordre du jour, Fardous, de cette séance? Eh bien Ahmed, le Conseil a examiné aujourd'hui en premier lieu un projet de loi portant création de l'Agence nationale pour les personnes à besoins spécifiques ou vivant avec un handicap. Le second, troisième et quatrième point ont concerné la ratification d'accords de prêt. Ainsi, un prêt a été ratifié entre Djibouti et la Banque mondiale d'un montant allant de 2,5 milliards de nos francs. Il a pour objectif de moderniser l'administration centrale et l'introduction ainsi de nouvelles technologies de l'information de la communication dans un programme appelé e-gouvernement. Les services rendus à la population seront ainsi mieux facilités et les informations données plus accessibles. En outre, un prêt d'un même montant, soit 2,5 milliards de nos francs, a été ratifié pour la poursuite de l'exploration géothermique dans la région du lac Assal. Ce prêt a été contracté entre Djibouti et la Banque africaine de développement. Donc, dans un troisième lieu, un accord de prêt de 4,5 milliards de nos francs a été conclu entre le gouvernement djiboutien et le Fonds arabe de développement pour la construction d'une centrale électrique qui fonctionnera grâce aux vapeurs d'eau chaude de sources géothermiques surtout sorties des entrailles de la Terre. Cette centrale de 15 000 MW sera installée dans le secteur de Galalagoma. Le sixième point de ce conseil a porté sur la signature d'un décret du chef de l'État où 3 inspecteurs de finances ont été nommés. Ensuite, M. Ahmed Awad Mouati a été nommé directeur général du Fonds de garantie partielle des crédits. Cette initiative prise par le chef de l'État a pour objectif notamment de créer des PMI et des PME pour encourager ainsi le secteur privé. Pour plus d'informations, écoutons donc ensemble le chef Mahmoud Ali Youssouf, porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 15 mai 2018. Était inscrite à l'ordre du jour 10 questions. La première question concerne un projet de loi portant création de l'Agence nationale des personnes à handicap. La personne handicapée est considérée comme sujet ayant des droits et devant être intégrée dans la société à part entière, dans le but de créer une obligation nationale de solidarité, de mieux assurer l'intégration sociale, la protection et l'épanouissement des personnes handicapées en tant que citoyens. Il s'avère nécessaire de mettre en place une structure exclusivement dédiée à l'amélioration des situations et des conditions de vie des personnes handicapées. C'est dans cette optique que s'inscrit la création de l'Agence nationale pour personnes handicapées, afin de préparer leur insertion en milieu de vie ordinaire et de développer leurs relations sociales, civiques et professionnelles dans le milieu environnant. Cette structure aura pour attribution principale d'accueillir, d'informer et d'assurer la participation à la citoyenneté et l'accompagnement des personnes handicapées, de garantir le droit à l'éducation, la santé et l'emploi pour ces personnes. Cette agence aura ainsi pour objectif d'encadrer et d'outiller les personnes à besoins spéciaux pour leur permettre de s'insérer pleinement dans la société. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. Conformément aux directives du chef de l'État, le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme de modernisation de l'administration centrale. Cette modernisation de l'administration centrale se décline par l'introduction des nouvelles technologies de l'information afin de faciliter l'accès de la population à des services de qualité. C'est dans le cadre de l'accomplissement de cet objectif que le gouvernement a obtenu un financement de 2,5 milliards de francs Djibouti pour dérouler le programme de e-government. Ce programme d'informatisation
et de mise en ligne des informations pertinentes aux usagers et clients de l'administration doit non seulement contribuer à améliorer la vie quotidienne des populations, mais accroître l'efficience de notre administration. La troisième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement. Cet accord de prêt de 2,5 milliards de francs est destiné au financement du projet d'exploration géothermique dans la région du lac Assar. Ce projet a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de la population djiboutienne en facilitant son accès à l'énergie électrique à travers une augmentation des capacités de production d'énergie propre. Ce projet de financement d'énergie géothermique contribuera aussi aux efforts du gouvernement visant à la satisfaction de la demande d'électricité à Djibouti et va diminuer substantiellement l'importation des combustibles. La réalisation de cette infrastructure permettra de diminuer le coût de l'électricité et contribuera ainsi à l'attrait des investissements directs étrangers. La quatrième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Cet accord de prêt de 4,5 milliards de nos francs a pour objet le financement de la construction d'une dizaine de forages de puits pour la production de la vapeur et d'eau récupérée, la construction d'une centrale de 15 MW dans la zone de Galele-Koma et des services de consultation. Ce projet de financement de la centrale d'énergie géothermique contribuera aux efforts du gouvernement visant à la satisfaction de la demande d'électricité à Djibouti et va diminuer substantiellement l'importation également de combustible. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination du directeur général du fonds de garantie. Le fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti est une institution financière spécialisée dotée de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie de gestion créée à l'initiative du président de la République. Ce fonds a pour mission de contribuer au développement et à la promotion d'un secteur privé et d'un réseau de petites et moyennes entreprises ou industries modernes aptes à promouvoir le développement économique et social en République de Djibouti. Donc pour cette agence, M. Ahmed Awad Mourti est nommé directeur général du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Et Fardous, donc, quels ont été les autres points à l'ordre du jour de cette séance qui ont été examinés et donc approuvés par le Conseil des ministres? Eh bien, Ahmed, l'UNFD a été reconnue comme étant une entité d'utilité publique à part entière. Depuis sa création, l'UNFD mène un combat acharné pour promouvoir le rôle de la femme, pour reconnaître ainsi son rôle au sein de notre société. Elle est une actrice à part entière dans le processus de développement socio-économique et dans la vie politique. Le Conseil a par ailleurs examiné un projet de décret limitant l'importation des véhicules d'occasion, qu'il s'agisse de bus, de taxis, des véhicules de transport marchand ou de véhicules de tourisme. Le chef de l'État a ensuite signé un projet de décret portant nomination des hauts cadres à des postes de responsabilité. Pour plus de détails, réécoutons ensemble le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Al Youssouf. Cette question concerne un projet de décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association Union nationale des femmes djiboutiennes. Première, pionnière des structures associatives, l'UNFD a été créée le 30 avril 1977, présidée depuis 2000 par la première dame de la République, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Hed. Depuis sa création, l'UNFD mène un combat acharné pour la réhabilitation et la promotion de la femme en tant que citoyenne et actrice à part entière du développement socio-économique et politique du pays. Dans le cadre de ses missions et objectifs, l'UNFD met en œuvre des actions et des activités pour la protection de la santé maternelle et infantile, dans la lutte contre la pauvreté, pour l'autonomisation économique des femmes, contre l'analphabétisme et contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que des mutilations génitales féminines, et même également des plaidoyers pour créer un environnement social, économique et politique propice aux femmes. La reconnaissance du statut d'ONG d'utilité publique permettra à l'UNFD de bénéficier d'une large légitimité méritée et d'une renommée particulière dans les domaines d'activité dans lesquels elle s'inscrit. La huitième question concerne un projet de décret portant limitation d'âge des véhicules d'occasion importés en République de Djibouti.
Ces dernières années, on constate que des importateurs informels mettent en vente des véhicules d'occasion usagés. Par ce décret, une réglementation est mise en place pour réguler ce type de marché. Le gouvernement va limiter l'âge des véhicules d'occasion importés. Concernant donc l'âge limite des véhicules importés dans notre pays, cette limitation d'âge se fera en fonction des types d'activités. 8 ans pour les taxis, 8 ans également pour les bus de 26 et 38 places, 8 ans pour les bus de plus de 36 places. Concernant le véhicule des transports de marchandises, la limitation d'âge est fixée également à 8 ans pour les camions de 3,5 à 5 tonnes. 8 ans également pour les camions de plus de 5 tonnes. Pour les véhicules de tourisme, l'âge limite est fixé à 5 ans. La 9e question concerne un projet d'arrêté portant l'interdiction définitive des minibus en République de Djibouti, et ce projet d'arrêté modifie l'arrêté numéro 2010-0752 présidence ministère des Transports portant prolongement d'une année de la suspension de l'importation des nouveaux bus et minibus en République de Djibouti. Les minibus, pour la plupart vétustes, constituent de loin le moyen de transport collectif le moins confortable et à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Pour parvenir progressivement au renouvellement du parc des véhicules de transport collectif, donc il est nécessaire d'abord de suspendre l'importation des minibus. La 10e question concerne un projet de décret portant nomination de conseillers techniques. Madame Mariam Moussa Sougué est nommée conseillère technique du Premier ministre. Madame Aïcha Youssouf Kayat est nommée conseillère technique du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. La 11e question concerne également un projet de décret portant nomination des inspecteurs des finances. Madame Fouzia Abdi Isman est donc nommée inspecteur des finances. Elle était affectée au ministère de l'Industrie. Monsieur Djibril Mohamed Jama, également au ministère de l'économie chargé de l'industrie, était donc affecté à ce poste et sera donc nommé inspecteur des finances. Monsieur Ali Bouhdarar, inspecteur du corps des trésors et des contributions, est nommé inspecteur toujours des finances. Monsieur Youssouf Douali Ali, administrateur civil du ministère de l'économie, également nommé inspecteur des finances. Monsieur Abubakar Hussein Douali, anciennement secrétaire général du ministère de l'énergie, est nommé inspecteur des finances. Monsieur Ahmed Hassan Mohamed Mouyale, inspecteur du corps du trésor et des contributions, est nommé inspecteur des finances. Madame Khadra Elmi Oukiye, administrateur civil au ministère du budget, est nommé également conseiller, inspecteur des finances, pardon. Madame Farissa Omar Bahar est nommée inspecteur des finances. Elle vient du corps de l'éducation nationale. Monsieur Mohamed Saïd Dawale est lui nommé également inspecteur des finances. Monsieur Aïdarous Hussein Guiré, nommé inspecteur des finances. Monsieur Sahal Abdi Ragé, fonctionnaire de l'administration, administrateur civil, est nommé inspecteur des finances. Monsieur Farah Hassan Hussein, fonctionnaire également à l'administration, est nommé inspecteur des finances. Et monsieur Mahmoud Saïd Farah, fonctionnaire de l'administration, est nommé inspecteur des finances. Voilà, Ahmed, ce que l'on pouvait dire sur cette 7e séance du Conseil des ministres. Merci Fardous. Dans le reste de l'actualité, comme annoncé donc dans nos éditions d'hier, nous allons revenir sur les débats de la politique générale du gouvernement pour cette année 2018 à l'Assemblée nationale. Et durant la séance plénière d'hier, les élus nationaux et les membres du gouvernement ont eu des échanges sur des objectifs principaux du programme gouvernemental pour 2018, le développement économique de l'ensemble du pays, sur la relance permanente du développement social et sur l'amélioration de la qualité de vie. Des questions pertinentes sur la lutte contre la pauvreté, le processus de décentralisation et la lutte contre la corruption ont été posées donc par les parlementaires, et les ministres concernés ont apporté des précisions. Voilà donc ce qui en résulte. Regardez. Les actions du ministre délégué à la décentralisation et le secrétaire d'État à la solidarité et d'affaires sociales sont-elles conjuguées pour parvenir à un développement territorial équilibré et durable afin de répartir les activités économiques? Je vous en remercie. La lutte contre la corruption se limite-t-elle uniquement à la déclaration des patrimoines et des responsables de diverses entités de l'État?
pour lutter efficacement contre la corruption dans notre pays et ainsi perdre aux corrupteurs et corruptibles. La question qu'elle approfondit mon département, de quoi ils vivent cette population. En termes de population, leur taille et leur chiffre est combien? Est-ce qu'il y a des ressources permanentes en eau? Ou bien leur seul point d'eau, c'est le point de rétention d'eau de surface. Après, ils sont à combien de distance de la sous-préfecture principale? À partir de là, la ministre des Affaires sociales précède l'action et par la suite, on réfléchit sur la question de l'éducation, la santé. Sans oublier aussi question de désenclavement. Les questions secondaires qui viennent, on peut réfléchir sur l'activité socio-économique. On procède comme ça, on continuerait dans ce sens. On a parlé de sécurité alimentaire. En 2017, les chiffres qui ont été présentés montrent une certaine baisse d'un nombre exact de 26% du nombre de ménages concernant la sécurité alimentaire. Ensuite, on voit un taux de prévalence qui est seulement de 2,2 en ce qui concerne la sécurité alimentaire sévère. On a constaté également que 10% de ces ménages dans les zones les plus reculées arrivent aujourd'hui à avoir des sources principales de revenus, que ce soit un travail formel ou informel. Tous ces éléments montrent une certaine positivité des interventions qui sont menées au niveau rural, mais il est toujours nécessaire de pouvoir recentrer et recapitaliser sur les financements ou bien les stratégies et les perspectives qu'il faudra cibler par la suite. J'aimerais répondre à l'honorable député Haroun pour lui dire qu'il y a une Cour des comptes qui s'occupe des délinquants fiscaux ou des fonctionnaires qui ont enfreint les règles financières. On ne peut pas enfermer ou déférer devant les juridictions quelqu'un parce qu'il est directeur ou parce qu'on le soupçonne. Il faut qu'il y ait des preuves et une fois qu'on a les preuves, la Cour des comptes peut et va bientôt, elle est en train de travailler sur plusieurs dossiers. Si les faits sont avérés, là on défère devant les tribunaux. Mais ce n'est pas parce qu'il est directeur qu'on va l'envoyer en prison. Il y a aussi la Commission nationale de lutte contre la corruption. Celle-là aussi, elle travaille et il faut être un peu patient. Et les interrogations des parlementaires portaient également sur la réforme et le renforcement de l'administration. Le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, et le ministre à la présidence chargé des investissements, Ali Ghella Oubakar, ont été interpellés sur la situation dans l'administration et les facilités accordées aux investisseurs étrangers. Nous les écoutons. Le gouvernement s'est engagé à opérer un dégel des avancements des agents de la fonction publique. Mais en réalité, cet engagement n'a pas été concrétisé. Aussi, je voudrais ajouter que lorsqu'il s'agit des mesures de sanction, elles sont imposées et sont appliquées aux agents de l'État. Mais lorsqu'il s'agit de bénéficier des avantages, ce n'est pas le cas. Donc, nous aimerions savoir où se situe réellement le blocage. Pourquoi le gouvernement devrait-il continuer d'accorder des faveurs ou mesures fiscales favorables à ce genre d'entreprises qui n'ont aucune volonté d'appuyer ou de soutenir les tissus économiques locaux? Je ne sais pas d'où le député Abdou Seki a amené ça, mais les avancements continuent de marcher. Et je crois que moi-même, qui est le responsable de l'administration, j'ai signé, le ministre concerné, Bodé, a signé, et je crois qu'elle est en train de suivre son cours normal. Donc s'il a la preuve contraire, comme quoi les avancements sont gérés, nous serons vraiment enchantés que le député Abdou Seki nous produise les documents authentiques et nécessaires afin de vérifier. Sinon, les avancements marchent normalement tous les 2 ans. Pour vous dire, l'emploi créé en 2017 est de 3 956 emplois ont été créés par les investissements à Djibouti. La valeur cumulée
des importations qu'on a exonérées. Le député a dit qu'on donne plus de facilitations. 10 milliards 833 millions ont été importés et exonérés. Le total agréat ITS, CNSS, patente, 2 milliards 552 millions 808. Les différences d'agréat manque à gagner, plus 1 milliard 144 436 759. Donc, monsieur le député, nous sommes bénéficiaires avec les avantages que nous accordons aux investisseurs et non pas perdants dans cette affaire-là. Et en cette veille donc du mois béni du Ramadan, les Djiboutiens se préparent, donc chacun fait ses derniers achats et provisions donc pour le mois du Ramadan. Et comme on peut le voir donc sur ces images, le ferry Mohamed Burhan Qassim affiché donc aujourd'hui complet en raison du jour des préparatifs du mois béni du Ramadan où chacun procède à des envois de tous les besoins ou denrées alimentaires dans les régions. Les Djiboutiens donc se préparent et on observe pour le moment aucune flambée des prix. Les Djiboutiens donc s'apprêtent, se préparent à accueillir et entamer avec sérénité le mois béni du Ramadan en achetant donc également des ustensiles de cuisine, la vaisselle de table, une occasion également de renouveau pour les familles djiboutiennes. Et Djibouti donc passe en mode Ramadan donc à partir de demain. Dès l'entame de ce mois d'abstinence et de piété, la radio de Djibouti adopte donc des programmes spéciaux Ramadan à la radio, histoire d'être en phase donc avec les jeûneurs le temps d'un mois, ce qui fait que prêche, traduction du Saint-Coran et autres émissions religieuses prennent le dessus sur toutes les autres. Bref, tous les programmes deviennent religieux ou presque. Et c'est donc parti donc pour le mois béni du Ramadan, comme à l'accoutumée, la radio-télévision de Djibouti a préparé donc pour vous un programme spécial Ramadan. Ainsi, les différents chefs de service concernés, donc les différentes langues, ont effectué tout d'abord un travail de récolte thématique concernant les activités durant le mois du Ramadan. Et au menu de ces programmes spéciaux Ramadan, citant donc des films religieux, retraçant l'histoire de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, à travers les temps et particulièrement donc les plus élevés en grade auprès de Dieu. Et il y a également des téléfilms et rasaïdes qui seront diffusés dans toutes les langues sur nos différentes chaînes de télévision. Il faut particulièrement noter également la mise en place des émissions concernant le bienfait sanitaire du mois béni du Ramadan, avec à la clé des reportages et des interviews des médecins et des spécialistes sur la question, et bien sûr l'intervention des différents ulama qui prêchent pour les bienfaits de ce mois béni du Ramadan, et ce dans toutes les langues. Et la nouveauté de ce mois béni de cette année, c'est la retransmission en direct de la prière du Tarawih d'une mosquée de la place. Des qasaïd nationales et soudanaises et autres qasaïd, également un feuilleton national, également d'autres feuilletons, comme je peux citer Ghararib Soud, c'est un feuilleton qui veut dire, donc Ghararib Soud qui veut dire les corbeaux noirs. Ce feuilleton donc retrace un peu l'histoire de Daesh. Également, on a prévu d'autres feuilletons que vous allez voir donc au fil de ce mois, des feuilletons que vous allez apprécier certainement, Inch'Allah, sur la chaîne. Dans le cadre donc des préparatifs pour l'accueil du mois béni du Ramadan, l'attaché religieux de l'ambassade du gardien des deux lieux saintes mosquées à Djibouti donc a lancé hier officiellement la 3e édition du projet de propreté et de nettoyage des mosquées. La cérémonie donc d'inauguration de ce noble projet s'est déroulée dans la mosquée de Salman à Djibouti-Ville en présence du chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite Hassan Nabil Mohamed Al-Ahmari, du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique Cheikh Oki Qawrah Fatah, ainsi que
l'attaché religieux Cheikh Abdurrabou Ahmed Hakami, plusieurs représentantes donc des ministères des Affaires musulmanes, de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères et des dizaines d'imams et de mosquées ont assisté à cet événement annuel. Au cours de la cérémonie donc, qui s'inscrit dans le cadre des programmes et activités de l'attaché religieux, les imams des 20 mosquées de la capitale de la ville de Djibouti ont reçu à l'arme donc prières, horloges, mosquées ainsi que des machines de nettoyage. L'attaché religieux et le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne ont prononcé des discours à cette occasion, soulignant ainsi l'importance que revêt le projet de nettoyage des mosquées qui va durer 2 jours avec la participation d'un groupe de jeunes volontaires sous la tutelle de l'attaché religieux et de services de mosquées du ministère des Affaires musulmanes à Djibouti. Et de son côté, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a félicité dans son discours la nation djiboutienne. Donc, à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, le cheikh Oki Qaourah Fatah a souligné que ce projet reflète la grande attention portée par l'ambassade saoudienne en ce qui concerne la propreté des mosquées, et ce donc au maintien de son aspect intérieur et extérieur. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique s'est engagé à soutenir et renforcer toutes les initiatives visant à prendre soin des maisons de Dieu, en soulignant les bonnes relations fraternelles et la coopération bilatérale entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a effectué donc du 7 au 10 mai dernier une visite de travail à Bakou en Azerbaïdjan dans le cadre de la conférence annuelle de l'Alliance des ports internationaux, International Association of Port and Harbour. La conférence donc organisée pour la première fois en Azerbaïdjan a vu la participation d'un nombre important de hautes personnalités venues des 5 continents. Il est important de rappeler que cette année le président de l'autorité des ports était l'invité de marque de la conférence, et la conférence donc avait pour principal thème l'accélération de la connectivité et création des hubs. Et par la suite, donc, dans une note pour conclure, Aboubakar Omar Hadi donc a martelé durant cette réunion le rôle central et l'importance potentielle donc que joue la position géographique du continent africain. Et en marge de la conférence, le président de l'autorité des ports et des zones franches a participé à une réunion tripartite avec le port de Bakou et China Merchant Port, centrée autour du renforcement de la coopération stratégique et le développement des projets communs. Il a ainsi eu donc des tête-à-tête avec le président de l'autorité de port de l'Indonésie et la directrice générale du port de Panama. Le président a été accompagné de son conseiller principal et du directeur des projets. Le programme de sensibilisation sur les valeurs de la patrie à l'école initié par le haut commandement militaire s'est achevé donc hier avec la sortie effectuée par les élèves de la 3e année du lycée Guelleh Batal au sein des camps des forces armées djiboutiennes. Des forces françaises et stationnées à Djibouti. Et partis donc du lycée privé de Guelleh Batal à bord des bus affrétés à cette occasion, les élèves de la 3e année ont été accueillis par un responsable militaire du 5e régiment interarmes d'outre-mer, le 5e RIAOM, qui leur a présenté donc différents ateliers où ils pouvaient visiter un char donc AMX, un véhicule blindé, des canons donc de 155 mm et un mortier et 2 gros véhicules. Par la suite, les élèves du lycée Guelleh Batal ont été acheminés donc vers la base militaire des FFDJ. Ce sont là des hélicoptères, un véhicule de sapeurs-pompiers de l'air, un avion gros porteur, le Transal, et l'avion de chasse Mirage 2000 qui fait donc la police de l'air dans le ciel de Djibouti, avec le commandant Vaux de répondre donc aux nombreuses questions qu'ont posées les élèves pour assouvir leur soif de savoir. Toujours en nouvelle nationale, c'est fort d'une importante délégation à bord donc de 2 avions militaires que le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu donc hier au centre d'instruction d'Assagueila dans la région de Tadjoura. Dans son déplacement, le chef d'état-major était accompagné du chef d'état-major de la défense, du général de division Hassan Ali, des hauts responsables militaires des forces armées djiboutiennes. Cette visite coïncide avec la fin de la formation des jeunes recrues, conformément aux souhaits du haut commandement militaire, tout en respectant le calendrier imposé. Aussi, donc, cette visite vient clôturer la visite d'inspection du chef d'état-major général des armées dans les différents centres de formation afin de s'enquérir des acquis des stagiaires.
À sa descente d'avion, le général Zakaria a été accueilli par le lieutenant-colonel Ali Chahem Daoud, commandant le régiment interarmé de Tadjoura, le Riyad. Puis le chef de corps a fait au SEMGA et à sa délégation une présentation sur le déroulement de la formation. Les résultats sont plus que satisfaisants et les objectifs fixés ont été atteints. Et le général Zakaria Cheikh Ibrahim a ensuite entamé la revue des troupes à la place du rapport, et à l'issue donc, le chef d'état-major général des armées a tenu un discours à l'encontre des stagiaires, les sensibilisant sur l'objectif du recrutement et de cette formation. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé donc que cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des ressources humaines et du rajeunissement des cadres des forces armées djiboutiennes. Le général donc Zakaria a souligné que ce centre accueille pour la deuxième fois des stagiaires, et le chef d'état-major a sensibilisé l'ensemble des stagiaires à fournir plus d'efforts, de mérite, de courage, d'abnégation, d'instruction et de discipline militaire. La formation continue basée donc sur l'entraide. Le chef d'état-major général des armées a conseillé aux stagiaires de garder en mémoire, en premier lieu, gravé dans leur mémoire, notre culture qui révèle notre identité basée sur la religion, et puis de sauvegarder l'unité, socle de notre force. Et puis les stagiaires ont présenté au chef d'état-major général des armées les maquettes qu'ils ont réalisées à cette occasion, reflétant l'architecture du camp Assageila. Aussi donc le général Zakaria a pu voir des poteries, des animaux existants dans cette zone. Ensuite le général a procédé à l'inspection des chambres. Très surpris, le général a pu constater de visu que les chambres traditionnelles à base de paille différentes des tentes habituelles des forces armées djiboutiennes en toile. Ces chambres en paille donc sont beaucoup plus fraîches car elles emmagasinent la fraîcheur. Puis vint le moment de présenter les divers ateliers témoignant donc des connaissances acquises. L'honneur revenait à l'atelier d'armement, principal outil de défense du militaire. Les recrues ont pu démontrer leurs connaissances dans ce domaine en procédant au démontage ou remontage d'un PKM, le pistolet Kalachnikov mitrailleuse, qui est une arme collective destinée pour un groupe de 10 personnes, et d'un AK-47, arme individuelle de prédilection de tout soldat. Ensuite, ce fut le tour de l'atelier de transmission où les recrues ont démontré leur savoir sur les différents appareils de communication militaire, à savoir le TRC 530, le TRC 577 et le poste de Harris, tout en expliquant les caractéristiques de chacun. Les stagiaires ont pu établir une station principale donc émettant et recevant des messages avec activation du réseau. L'atelier sécurisme a clôturé la démonstration des connaissances où les recrues ont illustré donc la prise en charge des blessés en cas de fracture du dos ou en cas d'inconscience. La visite s'est clôturée par des chants et danses folkloriques traditionnelles en langue afar et en langue somali. Les stagiaires ont concocté des poèmes donc relatifs à la formation dispensée vis-à-vis de l'exigence militaire. Et ainsi donc s'est achevée la visite d'inspection du chef d'état-major général des armées dans les différents centres de formation des forces armées djiboutiennes. Une importante cérémonie d'inauguration de 5 autres simulateurs de tir aux armes légères au profit de la gendarmerie nationale s'est tenue aujourd'hui donc au centre d'instruction de la gendarmerie au PK23. Cette cérémonie était placée sous l'autorité du chef d'état-major de la gendarmerie nationale en présence donc du RSO américain. Et ces matériels de haute qualité ont été offerts par la coopération militaire américaine. Ces nouveaux outils permettront une fois de plus d'améliorer l'efficacité opérationnelle de tous les personnels de la gendarmerie, notamment le groupe d'intervention et les pelotons d'intervention. L'acquisition de ces matériels témoigne donc des très bonnes relations qui existent entre la gendarmerie nationale et la coopération américaine.
Autre nouvelle du pays, dans le cadre du projet de l'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, une séance d'information pour le secteur privé s'est tenue donc hier en collaboration avec la Chambre de commerce de Djibouti. Cette séance a été animée par le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, et la représentante de l'USAID à Djibouti et du chef du projet d'éducation, développement et des experts du PED. Ce projet quinquennal financé par l'USAID a pour objectif global de réduire le chômage à Djibouti en améliorant la compétitivité des demandeurs d'emploi et des travailleurs en fonction des besoins du marché du travail. L'objectif donc étant de présenter le projet du secteur privé et les principaux axes de collaboration du PED avec le secteur privé, à savoir le renforcement des compétences professionnelles de la main-d'œuvre, la création d'un lien entre les institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, a expliqué que l'objectif de cette réunion n'est pas négligeable car il sera question de présenter les tenants et aboutissants de ce projet, mais également d'identifier en donnant la parole au secteur privé pour exprimer leurs besoins réels en matière de main-d'œuvre djiboutienne qualifiée. On écoute le président. Notre institution, en qualité de représentante du secteur privé à Djibouti, est un des parties prenantes de ce projet qui vise à rehausser les capacités de stimuler l'employabilité des jeunes et des demandeurs d'emploi dans notre pays. Outre la Chambre de commerce, les partenaires institutionnels de ce projet sont le ministère de l'Emploi à travers l'ANEFIP et le ministère de l'Éducation à travers la formation professionnelle. Il est primordial à la réussite de ce projet que les partenariats entre ces différentes institutions sont optimales pour garantir des résultats tangibles sur le long terme, à savoir une meilleure professionnalisation de notre jeune main-d'œuvre djiboutienne. L'ensemble de ces initiatives, tout comme le projet PED, s'inscrit dans la volonté de son Excellence le chef de l'État de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat chez nos jeunes et pour le développement du secteur privé, et in fine de réduire la pauvreté et lutter contre le chômage de Djibouti. L'objectif de cette réunion n'est pas négligeable, car il sera question de présenter les tenants et aboutissants de ces projets, mais également d'identifier en donnant la parole au secteur privé pour exprimer leurs besoins réels en matière de main-d'œuvre djiboutienne qualifiée. Les activités de la caravane médico-chirurgicale se poursuivent à Olholo, donc où plusieurs centaines de patients affluent quotidiennement des localités de Beyaad, de Be'ilei, de Goubeto et de Faradil pour bénéficier des prestations spécialisées gratuitement offertes. Et en effet, donc, depuis plus d'une semaine, les caravaniers de la santé sont à pied d'œuvre pour proposer une large gamme de spécialités, parmi lesquelles on dénombre notamment l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'ORL, la pédiatrie, la chirurgie ou encore la dermatologie. D'autres activités comme le dépistage du cancer du sein ou du col de l'utérus en font également partie des prestations disponibles à Holhol. Et plusieurs dizaines de patients nécessitant des interventions chirurgicales ont d'ores et déjà été traités au niveau de l'hôpital régional Dr Afsiye Florent, hospitalier donc de la région d'Ali Sabié. Dernière étape de la caravane dans les régions du sud du pays, la localité de Holhol va fermer la marche donc des activités de la caravane médicale qui aura débuté en région d'Ikiloise à Asila, en passant par Sankal, puis en région Assadiouk à Ali Adi. Et le directeur donc de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Mohamed Sougaïnan, a indiqué que les activités des caravaniers de la santé se poursuivent normalement à Holhol et que la fréquentation des patients était nettement en hausse cette année par rapport au dernier passage de la caravane en 2017. Il a souligné en outre que ces avancées tangibles ont été atteintes donc grâce au dynamisme du ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort pour le plein succès de cette mission donc caravanière. Sport pour clore donc l'actualité nationale. Les jeunes footballeurs formés au centre de formation Barry Club de la garde républicaine participent au championnat mondial donc des jeunes de moins de 13 ans qui se déroule à Plan-Ben en France. Les jeunes de Djibouti donc ont remporté plusieurs matchs qui les a opposés donc à des équipes venues du monde entier. Les jeunes étaient très fiers de participer pour la première fois à ces championnats mondiaux de moins de 13 ans grâce au soutien de la garde républicaine,
notamment du commandant de ce corps armé, le colonel Mohamed Diamadou Ali. Cette participation donc est un encouragement pour la visibilité du centre de formation Barry Club qui ambitionne de continuer et même d'élargir la formation à toutes les couches sociales. Les jeunes footballeurs étaient encadrés et soutenus par certains parents qui ont même fait le déplacement. Une participation réussie donc pour nos jeunes poussins du centre Barry Club de la garde républicaine qui sont l'avenir du football djiboutien. Et en nouvelle du monde, à présent, donc, Fardous, 3 jours de deuil, donc, pour le Palestinien. C'est Mahmoud Abbas, donc, le président de l'autorité palestinienne, qui a décrété 3 jours de deuil national et une grève également dans les territoires palestiniens au lendemain d'un massacre Fardous perpétré par Israël et qui aurait fait en une journée, et selon le dernier bilan, 60 morts et près de 2400 blessés par balle. En effet, donc, à Ramallah, Bethléem et plusieurs autres localités de Cisjordanie, les sirènes ont retenti pendant 70 secondes pour marquer 70 ans de dépossession et d'occupation. Aujourd'hui, les Palestiniens commémorent la Nakba, littéralement la catastrophe que représente pour eux la création d'Israël en 1948, qui jeta sur la route de l'exode des centaines de milliers de familles palestiniennes en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, Jérusalem-Est. Et c'est une journée de grève générale. Les commerces ont baissé les rideaux, les écoles et les institutions publiques sont fermées. La commémoration particulièrement douloureuse au lendemain de la journée la plus meurtrière en 4 ans. Près de 60 Palestiniens sont morts dans la protestation près de la frontière israélienne dans la bande de Gaza. Parmi les victimes, la petite Léla de 8 ans qui a succombé aux inhalations de gaz lacrymogène. Et en Irak, Fardous, donc l'Irak se lance dans de longues négociations gouvernementales. Eh bien, le chef nationaliste Mortada Sadr a lancé des tractations pour la formation du nouveau gouvernement en Irak après les législatives qui ont débouché sur un sujet de la classe politique inamovible depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. En s'abstenant en masse et en plaçant 2 listes outsiders en tête, les Irakiens ont envoyé un message clair. Il faut du changement, de nouvelles têtes au pouvoir. Chaque élection législative est ainsi suivie de longues tractations pour former une majorité gouvernementale. Des listes arrivées en tête se sont déjà retrouvées écartées par le jeu de groupes parlementaires. Ahmed. Et enfin, Fardous, donc, Vladimir Poutine inaugure et traverse le nouveau pont reliant la Russie à la Crimée. Eh bien, le président Vladimir Poutine a traversé aujourd'hui le pont reliant la Russie à la Crimée au volant d'un camion orange, inaugurant le tronçon routier de ce pont hautement symbolique pour le Kremlin. Lancé en février 2016, ce chantier titanesque avait donc été confié par la Russie à la société du milliardaire Arkady Rotenberg, partenaire du judo du président Vladimir Poutine. Mais lors d'une visite en mars, quelques jours avant sa réélection à la présidence, Poutine a exigé que le pont soit prêt dès mai pour que les gens puissent en profiter pendant la saison estivale. Le premier ministre ukrainien a accusé aujourd'hui la Russie de bafouer le droit international en inaugurant le nouveau pont qui la relie à la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou il y a 4 ans de cela. Merci Fardous, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous un excellent mois du Ramadan, donc Ramadan Karim, et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.